Bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'il fait assez noir, là, mais... Alors, mesdames et messieurs, merci d'être là. Surtout, merci d'être là vers la fin de la présentation. Je suis certain que... Oui, ma photo va réapparaître. Voilà, parfait, merci. Alors donc, mon nom est Michel Lheureux. J'ai le plaisir d'être responsable de la division des télécommunications à l'Université de Montréal. Et je remercie le RISC de me donner l'opportunité de vous présenter, de vous faire, si on veut, cheminer un peu le projet, un des projets très intéressants que nous avons eu à travailler récemment, soit le campus de la Cité du savoir de l'Université de Montréal à Laval. Alors donc, je vais essayer, enfin, je vais passer au travers un certain nombre d'éléments qui présentent, le sujet ici, c'est relève active au campus de Laval, dans le fond. Donc, avant d'arriver à la portion de relève informatique active, je vais quand même présenter les éléments du campus lui-même et de ce qui peut, de la motivation d'en être arrivé à certaines de ces solutions-là. Donc, on va passer l'ensemble du contexte. Donc, je vais présenter brièvement la Cité du savoir. On va parler du point de présence du risque, qui est également un élément nouveau dans le décor. On va parler du branchement du réseau local étendu à la Cité du savoir. Et ensuite, on va parler du centre de données informatiques lui-même qui est lié avec les services de circuit optique du risque. Je conclurai par la suite. Donc, qu'est-ce que le campus Cité du savoir de l'Université de Montréal à Laval? Eh bien, c'est un pôle de formation en santé, en éducation et en intervention psychosociale. Donc, plusieurs diplômes seront décernés dans ce campus. On peut dire que c'est directement relié à la station de métro Montmorency à Laval. C'est juste en face du cégep. Il y a une entrée directement du métro. On parle présentement de 2500 étudiants qui sont inscrits aux quelques 37 programmes de premier et de deuxième cycle. Donc, c'est quand même relativement important. On prévoit pour 2015 là, que le campus va accueillir 6000 étudiants. En fait, c'est un bâtiment de 6 étages de 20 500 pieds carrés qui contient une bibliothèque, qui contiendra une clinique du CSS. Donc, c'est un bâtiment là, qui vient s'établir dans un pôle très actif de Laval, près du cégep, du métro, des centres d'achat. Et donc, voilà. Donc, à ça, s'ajoute aussi dans le dossier un nouveau point de présence du risque, en fait, une amélioration du point de présence qui était situé au cégep Montmorency. Donc, le risque et l'Université de Montréal, dans le fond, le risque saisit l'occasion de rehausser son offre de présence à Laval, compte tenu de la nouvelle installation de l'Université de Montréal. Donc, il va, si on veut, poursuivre son déploiement de fibres optiques, de circuits optiques des WDM dans cette région-là et offrir de la redondance. Donc, ça offre un accès alternatif aux membres localisés à l'extérieur de l'île de Montréal. Et puis, ça fait, au niveau de la gestion du réseau, de la gestion du trafic, ça fait un point de présence beaucoup plus intéressant pour la couronne nord et, si on veut, là, tout le trafic qui passe dans ce coin-là. Alors donc, ici, j'ai voulu présenter un petit dessin un petit plan de ce que va représenter l'espace qu'on a réservé au risque. Donc, vous pouvez voir que la salle, ça ici, c'est la salle, le lieu qui représente exactement le centre de données que l'Université de Montréal construit présentement au campus de Laval. Et vous voyez ici la première rangée de câbles pour cabinet. La première rangée ici, eh bien, c'est le point de présence du risque situé directement adjacent au centre de données de l'Université de Montréal.
et partageant ainsi les facilités électriques comme la génératrice et puis les unités d'alimentation statique. Donc, tout a été pensé en fonction d'accueillir le point de présence du risque dans nos murs. Et voilà, je pense que j'ai un détail, oui, j'ai un détail en plus. Alors, donc, j'ai le détail ici qui nous avait été fourni là, par les gens du risque pour qu'est-ce qu'on avait besoin en termes d'électricité. Donc, toute une espèce de gestion de la demande. Donc, un projet multiple avec diverses composantes pour à organiser la logistique dans le campus de Laval. Et finalement, pour l'Université de Montréal, le branchement du réseau local de l'Université de Montréal a plusieurs de ces campus éloignés qu'on appelle. Donc, on transporte le réseau local de l'Université de Montréal dans ces lieux-là. Donc, pour nous, c'est important de transporter le réseau local de l'Université de Montréal pour tous les services tels la vidéoconférence, l'accès au réseau de données et tous les services qui sont requis. Donc, pour nous, c'est important, donc, la présence, le point de présence du risque avec les routes diversifiées. Je mentionne ici que le campus lui-même n'est pas relié à 2 fournisseurs, est relié au risque uniquement, mais que le point de présence du risque, lui, a une route diversifiée. Alors, pour nous, c'est un point intéressant. C'est notre capacité de l'annexe, qui est notre vocabulaire à tous ici. Là, notre capacité de l'annexe, c'est 1 gigabit avec du .1Q. L'Université de Montréal construit une distribution, c'est-à-dire que l'aiguillage de ces paquets, on a un routeur sur place. Donc, on travaille avec une topologie campus complète qui est reliée à la nouvelle dorsale MPLS du réseau de l'Université de Montréal. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Évidemment, les salles multimédia, on fait de la vidéoconférence, des prises en accès libre avec authentification 802.1x. C'est une téléphonie, on fait de la téléphonie IP. On a près de 200 téléphones IP à ce campus, avec une relève SRST, là, des serveurs de relève de téléphonie en cas de perte du réseau. Donc, on a aussi des liens T1, des liens de téléphonie directe qui peuvent prendre la relève en cas de panne du réseau. On le croit robuste, on le croit solide, mais comme on disait, le point de présence du risque lui-même est redondant, mais le campus de la Cité du Savoir est lui-même branché une fois à un seul point de présence. Donc, dans l'avenir, il est possible qu'il y ait des évolutions différentes en fonction de l'importance que le campus va prendre. Des évolutions comme d'avoir 2 branchements au réseau local de l'Université de Montréal, ou même, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais un branchement de type multi-home avec 2 fournisseurs de services Internet qui pourraient aussi servir de relève à tout le réseau de l'Université de Montréal lui-même. Donc ça, c'était un peu les motivations du campus lui-même. Donc, on peut voir ici un peu l'organisation du réseau de l'Université de Montréal. Je remercie ici les responsables du risque de me prêter leur dessin. Là. Mais merci Yves. Il est quelque part peut-être. Oh non, je pense qu'il restait à IPv6. Hein. Alors, donc, on peut voir ici comment ça fonctionne avec le nuage du risque. Donc, on voit les campus éloignés comme Saint-Hyacinthe, le jardin botanique, voire même au Mont-Mégantic, qui est de dimension beaucoup plus petite, là. Mais on voit le campus Laval avec le LANEX. À l'époque, on regardait pour faire justement cette espèce de redondance, donc des accès Internet secondaires. Et on voit ici là, la présence du DWDM qui va venir, si on veut, alimenter le centre de données informatiques que l'université est en train d'y construire. Donc, c'est un peu la façon logique de voir le réseau de l'Université de Montréal. Donc, ici, même pour aller plus dans les détails, merci Étienne. Alors, donc, ici,
une grosse partie du travail du campus à Laval a été d'organiser tout ça parce que c'est un bâtiment là, qui a été complètement construit. Donc, il a fallu amener les services, services de téléphonie, oui, mais nous, on fait la téléphonie sur IP. Donc, ce qui était le plus important, c'était de rentrer le réseau. Et le réseau arrivait avec le point de présence du risque. Alors, donc, là, le risque avait une part très importante là-dedans. Ils ont bien répondu. En fait, on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble pendant ces mois-là. Mais à un moment donné, là, la pression était sur le physique. Et puis ici, on voit le campus, sa situation, puis on voit les 2 routes qui ont été empruntées pour amener la fibre optique. Je me souviens, je l'ai dans mes notes ici, là, mais je me souviens d'une belle saga, là. D'une belle saga là, où on avait le risque qui attendait après TELUS pour une fibre qui était prise chez Bell Canada. Alors donc, il a fallu même mettre à contribution nos partenaires, parce qu'on est aussi partenaire de TELUS et de Bell. Donc, on avait mis à contribution nos partenaires de Bell pour faire débloquer un dossier qui était piloté par TELUS chez Bell. Donc, on a réussi un petit peu là, à faire converger les intérêts, ce qui n'est pas toujours facile dans ce milieu-là. Puis, à la suite de ça, bien, il y avait aussi que la fibre optique venait du cégep de Montmorency. Une des 2 routes venait du cégep de Montmorency. Ça, c'est l'autre côté de la rue, juste en face. Alors, c'est pas loin, c'est à côté. On dit que ça va arriver tout de suite. Alors, donc, la demande d'autorisation au cégep est restée quand même... ça a pris le temps d'être traité. Puis après ça, bien, il a fallu percer. Puis là, il y avait un professeur qui avait besoin là, de son terrain parce qu'il était en horticulture. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du cégep Montmorency dans la salle. Là. En tout cas, tous ces éléments-là là, ont contribué à faire une espèce de domino incroyable, mais qu'à la fin, on a réussi à rentrer. Donc, la morale de cette histoire, là, c'est que la technique, c'est très important, mais l'organisation, parler aux gens, faire beaucoup de téléphones, quelquefois, là, ça fait avancer nos dossiers un peu plus. Alors, donc, Étienne, je voulais absolument mettre ton dessin là. Ça représente tout le travail qu'on a mis. C'est pas mal ça. Bon, ici, là, mes collègues vont me chicaner, là, mais j'en avais pas là, de pire. Donc, ici, ça, c'est le réseau local vraiment technique. On va la couper. Vous ne pourrez pas la recevoir, celle-là, dans votre dossier. Mais vous voyez ici, vous avez le cœur de l'Université de Montréal avec les commutateurs LANEX. On passe dans le nuage du risque. De l'autre côté, on a une espèce de petite tête de réseau pour l'agrégation du signal qu'on va diriger vers notre bloc de distribution, un bloc VSS. Ça, c'est le modèle qu'on utilise partout. Donc, j'entendais tantôt au niveau de l'économie verte, là, essayer de récupérer les liens de redondance puis les faire travailler. Là. C'est ce qu'on a fait dans l'Université de Montréal entre le cœur et la distribution. C'est tous des blocs VSS, donc tous les liens sont actifs. Il n'y a pas de lien redondance passif. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là-dessus? Puis ici, ce qu'on va voir à l'autre côté, c'est les différentes salles de télécommunications qu'on retrouve au campus là-bas. Donc, le 2e, le 3e, 4e, 5e, 6e, 6 étages. 6 étages de savoir. Bon, je vais finir par savoir c'est quel bouton. Hein? Puis au centre, il y a un pointeur. Oh mon Dieu! On n'arrête pas le progrès. Optique. Bon, j'en arrive ici, c'est marqué relève active, optique, DWDM. J'en arrive ici à la motivation. Là. C'est quoi cette idée-là d'avoir un centre de données? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? L'Université de Montréal, il y a plusieurs années, on a développé un projet pour moderniser le réseau. Ça s'est bien fait. Globalement, on est beaucoup plus robuste qu'avant. Mais ça servait à quelque chose de monter un nouveau réseau, de moderniser un réseau. Ça servait surtout à pouvoir supporter les nouvelles applications. Puis en termes de nouvelles applications, là, ce qu'on appelle le PGU ou le logiciel, l'application synchro, là, c'est le ERP, c'est le programme de gestion intégré de l'Université de Montréal. On refait tout ce qui est important à l'Université de Montréal, c'est-à-dire le module finance, le module ressources humaines et finalement, le module académique.
Alors, donc, présentement, le statut, c'est qu'on est en production sur le module finance et on regarde l'avenir avec optimisme et enthousiasme pour les prochains modules. Donc, ça, c'est une application, évidemment, pour ceux et celles ici qui ont participé à des projets similaires dans leur institution. Évidemment, c'est des gros projets à gros budget puis à une très grande complexité. Donc, dans la réflexion de ce projet, il est arrivé évidemment l'idée d'avoir une infrastructure de relève pour supporter cette application-là. Donc, une infrastructure de relève pour le centre de données actuel qui est situé au pavillon principal de l'Université de Montréal, qui n'est pas nécessairement le plus moderne. Et puis donc, il y a un besoin de s'appuyer sur une infrastructure de relève pour le faire. Puis vous allez voir, ça va évoluer. Là, je parle de relève. Mais dans les discussions, quand on parle de relève puis que ça évolue, on parle ici, le projet du campus à Laval, on parle, moi, ça fait 6 ans que je suis à l'Université de Montréal. Ça fait 6 ans que le projet est sur la planche à dessin et a connu diverses évolutions. Mais le centre de données de relève, on en parle au moins depuis aussi longtemps. Alors donc, là, dans les nombreuses discussions, il s'est avéré que le choix actif-actif serait préférable. Donc, c'est pour ça que le sujet de la conférence ou de la présentation que je vous fais, c'est relève active à Laval. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'elle peut être active, cette relève-là. Ici, je vous montre un peu une architecture à haut niveau, finalement, là, des serveurs puis de la logique, là, juste pour vous montrer un peu l'envergure. Alors, ici, dans le bas, on voit les communautés d'utilisateurs, les employés, les professeurs, les étudiants, les invités, les autres. On parle qu'on a une DMZ séparée avec des coupe-feux. On parle d'un intranet avec des blocs serveurs, avec différents niveaux de sécurité, soit la production, la pré-production, le développement, la gestion. Le modèle usuel, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'on fait tout le monde? Là, la page 2 du comment sécuriser le réseau, comment sécuriser les données informatiques. Donc, on essaie, c'est assez formidable pour nous de passer. Je ne peux pas vous présenter le modèle précédent. Ça, c'est le modèle futur, mais le modèle précédent, il ne rentre pas dans la feuille ici. Il n'est pas organisé pour être présenté. Donc, ici, j'ai prélevé des informations là, du bureau de l'architecture chez nous, là, Mme Chaud, qui a eu l'amabilité de me prêter ces données, là. Donc, c'est un peu ça qui a été présenté pour justifier Laval. C'est un peu les éléments qui avaient été discutés. Donc, une relève des services critiques en cas de non-disponibilité du Centre de données de Montréal. Ça apparaissait évident pour tout le monde qu'on voulait avoir ça. Ça peut être aussi utilisé comme débordement dans le cas où à Montréal, on déborde. Donc, utilisation, encore une fois, de ce qu'on pouvait appeler la relève. Donc, déjà l'élément actif. Extension du Centre de données de Montréal. Ça, c'est par opposition à un centre de données complètement distinct, contrôlé par Global Load Balancing. Ici, on mentionne, puis je le mentionne à tout le monde, c'est pas un centre de relève en cas de catastrophe majeure, parce que ça ne correspond pas aux critères de distance. Puis ça, bien, quand on commence à travailler un projet, on dit, bien, on n'ira pas faire ça à Laval, c'est juste à côté. S'il y a une bombe atomique qui tombe sur Montréal, Laval aussi va y passer. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est quoi le risque? Encore une fois, on parlait du risque tantôt, M. Hébert, j'ai bien aimé ça. Alors, donc ici, c'est quoi le risque? Là? Nous, dans le fond, si on est capable de le faire fonctionner, puis là, quand je dis si on est capable, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est fait à tous les jours. Ici, là, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont beaucoup de centres de données partout. Je sais que ça se fait beaucoup dans le privé, mais dans le cas des universités, là, c'est quand même quelque chose qui se parle plus, qui se fait, puis nous, on est en train de travailler. Donc, pour nous, même si ça avait été un peu plus proche, ça aurait été plus facile, là, on aurait pu y aller plus rapide. Puis là, quand même, à un jet de métro, on va dire là, que moi, je suis à 30 ou 40 minutes, là, porte à porte, avec le métro, à partir de mon bureau. Fait que donc, c'est vraiment intéressant. Fait que donc, je l'ai mis parce que souvent, les gens vont dire, bien, il y a un risque parce que ce n'est pas un vrai centre de relève en cas de désastre. C'est un fait.
Donc, de quoi il est composé? Bien, c'est composé, pour les gens qui me posaient la question, donc je reviens un peu là-dessus. Là, je parlais à Léo ce matin, puis à d'autres mondes. Oui, c'est fait en PeopleSoft. C'est PeopleSoft qui a été retenu. Fait que donc, vous connaissez tous PeopleSoft. Le développement des modules est fait avec ça. C'est Oracle, qui est le moteur en dessous de tout ça. C'est Oracle, la plateforme portail et la base de données. La question du partage des données, ça se fait avec le Real Application Cluster. Donc, c'est tout en cluster. Et puis là, oh mon Dieu. Et puis là, dans le cas de Laval, évidemment, on va parler de Extended Rack. Donc, c'est la façon de séparer, si on veut, les serveurs d'application, les données, le storage. Oh, merci pour cette délicate pensée. Donc, j'ai ici un schéma plus technique qui intègre les éléments réseau. Donc, pour les amateurs de produits Cisco, UCS, Nexus, Catalyst, voici votre slide. Alors, donc, ici, on voit en bas, on peut dire que c'est séparé, hein? C'est symétrique en deux. Donc ici, c'est la salle de relève. Tout ce qui est aux côtés, tout ce qui est à ma droite ici, là, les trois blocs UCS, c'est ce qui est considéré d'être transporté à Laval. Et ça, ici, c'est vraiment la salle principale. Donc, on a besoin de toutes ces machines-là pour opérer le PGI, le modèle Saint-Cloud. On a besoin de chacun. Donc, si on perd Laval, on vient de perdre 50 de notre puissance de calcul. Donc, c'est un peu, pour ceux, on est des gens de réseau ici pour la plupart, là, donc les serveurs ALAM, UCS de Cisco, donc à peu près 80 lames, là, entre 70 et 80 lames. Les Fabric Interconnect, nous, on travaille avec des Nexus 5020, on n'a pas de C1000, avant que quelqu'un me pose la question, parce qu'on avait un investissement quand même considérable sur des Catalyst 6500. Donc, on va essayer d'aller chercher un petit retour sur notre investissement avec les 6500 avant de passer à un nouveau modèle, mais on est tenté. Dans la prochaine approche, on va augmenter. Donc, au lieu de prendre les 50-20, on va prendre les 55-48. On va aller chercher plus de part, plus de puissance, moins de latence. Et c'est ce qui était demandé. Vous pouvez voir au centre ici les deux boîtes MDS. Donc, ça, c'est la portion Fiber Channel du modèle. Il est question aussi à Laval ou même à Montréal, donc on pourrait utiliser les 55-48 ou les 55-20 pour mettre des interfaces directement Fiber Channel. Quand on a fait le projet, vous savez comment ça marche un projet, donc il y a comme une première mouture. On s'est gardé une petite gêne pour mettre les interfaces Fiber Channel, en fait, directement sur les 55-48, les 50-20. Mais à mon avis, tout personnel, je crois que on va y arriver un jour. Et puis, le contrôle de SAN ici, là, se fait également comme ça. Donc, on va utiliser les divers liens qui sont là, vont être concaténés, concentrés dans les liens, excusez-moi, les circuits optiques de 10 gigs et de 4 gigs que nous avons obtenus du service de circuit optique du risque. Donc ici, on a un modèle un peu plus schématisé pour un ingénieur. Alors, donc ici, on voit, on a ajouté finalement là, les deux boîtes du risque, les deux ONS 1454 qui nous amènent, nous, ce qu'on a demandé, c'est 2 liens 10 gigs pour les données, et puis 2 liens 4 gigs pour ce qui est le stockage. Bon. Alors, donc, on a fait un peu ça comme une règle du pouce. Il est très possible qu'on ait besoin d'augmenter ces capacités-là, ces liens, dans le temps. Pour le moment, on croit, puis les études, les analyses qu'on a faites récemment ont démontré qu'on aurait probablement suffisamment de capacité. Certaines demandes du côté d'Oracle, quand on parle du lien interconnect entre les clusters, on est assez sensible sur la latence, on est assez sensible sur la transmission, la qualité de la transmission entre les deux éléments du rack.
Puis là, on fait beaucoup d'analyses présentement, localement, parce que ce que je vous ai montré tantôt, ce qu'on va déménager à Laval, est présentement dans le centre de données de l'Université de Montréal, à Montréal, sur la montagne. Et puis, ils travaillent déjà là. C'est juste tantôt où on va vouloir le déménager. Puis là, c'est ça qu'on a essayé de représenter. Ici, on va déménager cet ensemble-là. Donc, les boîtes qu'on voit en jaune ici, c'est ce qu'on n'avait pas dans le modèle initial. C'est ce qu'on n'avait pas, qui n'était pas prévu dans l'infrastructure PGI du départ. Donc, les commutateurs de stockage, les engins de virtualisation, même à la limite, la distribution serveur, le bloc serveur, n'était pas nécessairement inclus dans l'architecture PGI. L'architecture PGI venait s'installer dans un réseau normalement constitué. Donc là, on a encore un petit peu de travail. Puis comme on a eu des réflexions, des enjeux, parce qu'on a tout allumé ça, bien, on s'est mis à analyser la performance, les paquets. Oracle nous a fait des demandes, des requis. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait jusqu'à présent, mais on a bon espoir de conclure bientôt sur les acquisitions et les installations. Ici, mon ami et collègue, M. Francis Forgette, qui est spécialiste du stockage chez nous, a eu la bonté de me céder une diapositive. Donc, ce que je vous ai montré pour le réseau IP, ce que je vous ai montré pour l'architecture, il faut imaginer que si on veut avoir une relève active, ça prend également le stockage. Alors donc, ici, c'est l'espèce d'architecture qui est nécessaire pour que le stockage... Alors lui, il a vu son dessin dans l'autre sens. Probablement que mon patron va être content de le voir dans ce sens-là. Donc, on a Laval en haut et on a Montréal en bas. Ici, on a si on veut, la DMZ, le stockage et l'interne. Puis une caractéristique ici, c'est qu'on va utiliser, dans le fond, les mêmes boîtes de gestion SAN pour soit la DMZ ou l'interne. On utilise un peu à la manière d'Oracle aussi la même ségrégation des réseaux internes et externes. Et ça semble satisfaisant jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Des tours de disque. J'avais quelques petites notes, là. Donc, il est prévu de mettre là-dedans quelque chose comme 1 pétabyte pour 2013. Alors, donc, là, on est loin du 1 pétabyte par seconde tantôt, là, du monsieur qui est venu nous expliquer là, à 100 mégabits par seconde, à 100 gigabits par seconde. Donc, quand même une capacité importante là, et qui pourrait évoluer jusqu'à je pense que c'est 15 ou quelque chose comme ça. Donc, réplication synchrone et asynchrone, dépendamment des sites, dépendamment des SLA, là, des ententes de service qu'on aurait avec certains sites. Donc, on peut faire la réplication synchrone ou asynchrone. On peut prendre des snapshots, que c'est principalement ça qu'on va utiliser en cas de désastre. Et puis, la virtualisation est faite avec N-Series, le logiciel d'N-Series d'IBM. Donc, ce sont des éléments importants, puis ce sont tous des éléments qui doivent tous fonctionner en même temps. Donc, certains de ces éléments-là ont été testés séparément. Là, on est en train de tout intégrer ça. On fait les mesures, tests et vérifications. Et c'est un gros travail. Donc, ici, je m'étais mis une diapositive pour être certain que je n'avais rien oublié. VMware. Évidemment, je parlais de cluster tantôt. Donc, toutes les applications, tous les serveurs sont virtuels dans cet environnement-là. On prend avantage de toutes ces technologies-là dans leur ensemble. Je vais peut-être un peu vite, là, mais... Donc, comme je le disais tantôt, au niveau du risque, on obtient un service de 2 liens de 10 gigabits par seconde Internet et 2 liens de 4 gigabits par seconde Fiber Channel. On a même, à un certain moment donné, demandé au risque de nous donner des prix pour d'autres liens, comment ça nous coûterait pour d'autres liens. C'est clair que ça, c'est un service du risque qui est plus que compétitif par rapport à l'offre du marché. Donc, c'est probablement quelque chose qui ne serait pas possible en d'autres termes, là,
Mais donc, on va essayer d'en profiter grandement à Laval et de mettre en production notre centre de données actif. Alors donc, écoutez, finalement, je vais pas mal plus vite que je pensais. Je ne vous traînerai pas davantage. Moi, je voulais conclure sur un certain nombre de choses. C'est un projet qui a suscité l'engagement de plusieurs personnes, de plusieurs groupes, tant à l'université qu'au risque. On a dû travailler d'arrache-pied avec nos fournisseurs. Donc, j'aimerais remercier l'équipe du risque, là, Nancy et toute la bande. Je ne peux pas toutes les nommer parce que c'est pas parce que je ne les connais pas, parce que je les connais tous personnellement. Mais ces gens-là ont travaillé très fort. De notre côté, à l'Université de Montréal, évidemment, on a travaillé très fort aussi. Mon équipe s'est dévouée à monter le campus et continue de travailler à ça. On a la direction des immeubles qui a mis des efforts considérables pour faire le travail. Donc, pour moi, la conclusion de ce projet-là, c'est l'engagement qu'on peut susciter chez les participants à un tel projet. C'est le travail de planification qui est nécessaire, puis ce n'est pas toujours dans les conditions optimales et c'est surtout jamais dans des conditions optimales. Donc, la planification, c'est une chose, la flexibilité dans la réalisation, ce n'est une autre. Puis là, ce projet-là a vraiment bien démontré que même si le projet était sur les planches à dessin depuis 2006, on a livré à temps, mais il a fallu travailler très fort pour livrer à temps. Alors donc, des fois, là, ça permet de relativiser les choses. Moi, j'ai bien apprécié la collaboration de tous les participants. C'était un projet très important pour l'université. On ne nous l'avait pas caché non plus, mais c'est quand même important. Comme je vous disais, je donnais les chiffres tantôt du campus à Laval. On va quand même avoir un pôle d'attraction pour les étudiants assez important. Et puis nous, on en profite en plus pour faire des prouesses technologiques. Donc, un projet porteur, c'est toujours important. Donc, merci pour la collaboration. Donc, les remerciements au risque, la DGTIC. Bell Canada était notre partenaire pour la construction de notre partie du réseau local. Cisco pour les équipements et la Ville de Laval qui est promoteur du projet, dans le fond, avec Pomerleau qui ont gagné l'appel d'offres, qui ont réalisé l'appel d'offres. Alors donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors donc, je vous souhaite une bonne continuation et probablement un bon cocktail tantôt.